Bonjour à tous. Alors ma semaine de Globetrotter se poursuit. Aujourd'hui, eh bien, elle est à la maison, ce qui me permet de faire un petit passage rapide, de profiter de ma famille aussi. Et puis je repars tout à l'heure pour être à Toulouse demain, où se tiennent les excellentes journées à VEF sur la locomotion du cheval avec Jean-Marie Denoy, Jean-Maurice Bonneau et Philippe Limousin. Je me réjouis d'avance. Peut-être je vais rencontrer certains d'entre vous, je l'espère. Et puis, voilà. Donc, comme convenu, je reviens vous parler des erreurs que l'on commet en imagerie médicale. Alors, l'interprétation d'une image médicale, c'est un processus cognitivo-physio-psychologique qui est complexe, qui fait appel à des connaissances, à une perception visuelle, à de la mémoire et aussi au raisonnement. Interpréter, ça veut dire orienter les sens multiples de l'image en fonction d'un contexte clinique, en fonction d'un historique patient et en fonction de son niveau de performance. Quelle est l'expérience du praticien, quel est son niveau de fatigue, éventuellement son niveau de stress. Alors les erreurs, ce n'est pas compliqué, hein. C'est soit des faux négatifs, c'est-à-dire qu'il y avait une image anormale, en tout cas une image qui méritait une interprétation et on ne l'a pas vue, soit des faux positifs, c'est-à-dire qu'on a donné une valeur clinique à une image qui ne l'était pas. Alors ça peut être une image normale qu'on a considérée anormale ou une image non pertinente auquel on a donné de la pertinence. Ces erreurs, elles rentrent dans 4 grandes catégories. Les erreurs cognitives, les erreurs donc, qui sont associées quand même au raisonnement qu'on va produire, c'est 50% des erreurs, plus de 50%. Des erreurs de perception, environ 30%, on n'a pas perçu les choses comme il fallait. Des erreurs de procédure, environ 20%. Puis il y a ce qu'on appelle les erreurs inévitables, qui sont en tout cas, qui doivent être ramenées le plus bas possible, évidemment. Donc si on redétaille les types d'images, les images cognitives, c'est-à-dire on a détecté une image, mais on ne va pas l'interpréter de manière adéquate. Cette interprétation, elle va être troublée par des biais. Il y a une petite dizaine de biais qu'on connaît. Par exemple, un biais de connaissance. Si on ne connaît pas une image, bien, par définition, on ne pourra pas la lire et l'interpréter. En sachant qu'on met en face d'une image, on va mettre en route 2 types de lectures, ce qu'on appelle les lectures de type 1, qui sont des lectures extrêmement rapides, c'est-à-dire que l'œil détecte et puis on associe aussitôt un diagnostic, qui est un mode qui est très performant chez des praticiens très expérimentés. Et puis on a un mode analytique où là on va suivre un processus pour lire l'image de A jusqu'à Z, qui est évidemment un mode d'abord qui doit malgré tout être pratiqué et qui est d'autant plus important qu'on est peu expérimenté et qu'on risque d'avoir raté des choses lors de la lecture de type 1. Je vous parlais tout à l'heure du biais de connaissance. Eh bien, quand on est débutant en lecture de type 1, on ne détectera pas toutes les images qu'on n'a jamais vues parce que l'œil ne les connaît pas, il ne les reconnaît pas. En 2, on a les erreurs de perception. Les erreurs de perception, elles sont elles peuvent être liées à l'absence de lecture structurée. Notamment, on revient à cette histoire du jeune Veto qui va se contenter d'un type 1 et qui va rater des choses. Mais ça peut aussi être parce qu'on est plus expérimenté, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas pris la peine de cette lecture step by step. Ensuite, on peut avoir des problèmes qui sont liés à la vue, problèmes de vue qui peuvent apparaître avec l'âge parce qu'on n'a pas ses lunettes ou parce qu'on est fatigué. Donc voilà, il y a un certain nombre de problèmes qui sont directement liés à l'œil. On a aussi un biais, donc ça rejoint, je vous ferai une explication plus détaillée de ces biais, ce qu'on appelle le biais d'isolation visuelle qui rejoint en fait le biais de recherche satisfaisante, c'est-à-dire on a identifié quelque chose de gros comme une maison et on ne voit pas un certain nombre de choses à côté. On a aussi dans les biais de perception tout ce qui est lié à la fatigue. Alors la fatigue visuelle, l'œil se fatigue et au bout d'un moment, cette fatigue va entraîner des défauts de lecture. La fatigue mentale, on ne lit pas les choses pareilles le matin en pleine forme que le soir à 22 heures. La fatigue décisionnelle, et la fatigue décisionnelle peut être particulièrement importante lorsque, par exemple, sur une visite d'achat, on est fatigué, c'est la fin de la journée, on fait une visite d'achat qui est importante, et à un moment donné, de ce qu'on va lire là, va dépendre une décision importante, c'est-à-dire pour une des parties, un investissement très important, pour une autre des parties, une rentrée d'argent très importante, et c'est suspendu à ce qui se passe. On peut avoir face à ça une fatigue décisionnelle qui va biaiser la visite.
Et puis, il y a notre niveau de stress. Là aussi, on rejoint le contexte de visite d'achat, ou la pression sur le résultat qu'on peut avoir. Et bien, donc ça, c'est notre niveau de stress. Enfin, le dernier type d'erreur, quatrième type d'erreur, c'est... alors, j'ai oublié le type d'erreur, 20% des erreurs, les erreurs de procédure. Donc ça, c'est des choses à mettre en place dans le quotidien, en sachant que la procédure en imagerie médicale, ça va de la prise de rendez-vous. Par exemple, si l'historique qui est pris n'est pas bon, eh bien, vous n'allez pas forcément lire les examens ou faire les examens de la bonne façon. Et ça va jusqu'à la communication des résultats, communication écrite, attention, les écrits restent, mais aussi communication orale qui permet de pousser la pratique plus loin. Et donc, en dernier, quatrième stade d'erreur, les erreurs dites inévitables, qui peuvent être liées à, si on n'a pas la connaissance, je reviens toujours à ce biais de connaissance, si on n'a pas la connaissance, eh bien, on ne pourra pas éviter l'erreur puisqu'on ne l'a pas. Et on peut avoir des problèmes techniques, c'est-à-dire si à un moment on a une image, elle a été floue, il y a eu quelque chose, et on pourra ne pas voir quelque chose de très fin parce que l'image est limitante. Ou parce qu'on a certains types d'imagerie, par exemple en IRM, on a des problèmes d'angle magique ou des choses comme ça qui font qu'on ne pourra pas voir, et donc l'erreur du diagnostic qui se trouvait au mauvais endroit, eh bien, ne sera pas possible. Alors, quels sont ces fameux biais d'interprétation, enfin biais cognitifs qui vont fausser l'interprétation de vos radios? Le premier, c'est le biais d'ancrage mental, c'est-à-dire que vous avez une première impression, et cette première impression vous met en confiance et vous allez zapper un autre élément. Par exemple, sur une radio de pied, vous avez une radio de face qui est parfaite, vous n'avez aucun reproche à faire, et vous n'allez pas faire attention à des anomalies plus subtiles sur le profil du naviculaire qui font qu'en réalité, votre os naviculaire est pathologique. Le deuxième biais, c'est le biais de rétrécissement, c'est-à-dire que pour une raison ou une autre, vous allez rétrécir, ça peut être au vu de la clinique, par exemple vous avez un cheval qui est réputé naviculaire, vous avez vos images radio avec des images, des anomalies sur l'os naviculaire, et vous allez vous contenter d'une radio de profil du boulet, et vous n'allez pas voir qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'os sous-chondral que vous auriez vu sur la face, ou peut-être voilà, une ligne peut-être même de fêlure, quelque chose qui se passe d'anormal dans l'os sous-chondral au niveau du boulet que vous allez rater parce que vous avez rétréci votre champ de vision à ce que vous connaissiez déjà avant, de par la clinique, confirmé par l'imagerie. Le troisième biais, c'est le biais d'exposition. Le biais d'exposition, c'est si vous êtes exposé à quelque chose de nouveau ou de traumatisant, eh bien vous allez le surévaluer. Par exemple, si vous avez un ostéophyte tarso-métatarsien, ce qui est assez banal, et que vous avez en visite d'achat, vous passez le cheval, et en fait ce cheval développe un éparvin cataclysmique de ce côté-là, vous prenez un retour de bâton, et bien vous allez mettre un poids qui est inutile, qui n'est pas justifié sur vos ostéophytes tarso-métatarsiens par la suite, parce que vous avez été exposé à quelque chose qui vous a traumatisé, et donc vous avez un biais d'exposition. Bien, le biais suivant, c'est le biais de fermeture prématuré, c'est-à-dire que quelque chose vous ferme l'esprit et vous ne portez pas d'attention à un autre niveau de détail. L'exemple du biais de fermeture prématurée, ça pourrait être par exemple si vous avez une radio de pied avec une ossification très très marquée des processus palmaires proximaux par exemple, ce qu'on appelle dans le temps l'ostéite de la troisième phalange, eh bien vous n'allez pas prêter attention à un petit kyste au niveau sous-chondral, au niveau de l'interphalangienne distale, ce qui est très facile quand ces petits kystes ne sont pas sagittaux. Et vous avez là un élément clinique qui est peut-être plus pertinent au moment où vous lisez la radio que ces très grosses anomalies qui sont finalement assez souvent bien tolérées. Le biais suivant, c'est ce qu'on appelle un biais de recherche satisfaite, le biais de recherche satisfaite qui ressemble au biais de rétrécissement, c'est-à-dire que dans le biais de recherche satisfaite, eh bien, vous avez vu quelque chose qui vous a satisfait dans votre cadre du diagnostic et vous ne prêtez pas attention à quelque chose. Dans le biais de rétrécissement, vous n'aviez pas élargi vos radios à la radio de face sur le boulet, par exemple, parce que vous connaissiez les anomalies naviculaires. Là, vous avez fait la radio de face, mais comme vous avez satisfait votre recherche clinique avec les images du naviculaire, vous n'avez pas eu une lecture qui a été jusqu'au bout et vous n'avez pas vu l'anomalie de l'os sous-chondral au niveau du boulet. Le sixième biais, c'est le biais de confiance.
Confiance en vous, vous êtes surestimé, vous avez lu une fois, vous pensez que c'est bon, vous ne refaites pas l'approche systématique. Confiance en quelqu'un, vous avez quelqu'un de connu, quelqu'un ou un de vos pairs dans la clinique qui a lu les radios, qui a dit ça c'est bon, et vous faites confiance. Voilà, le biais de confiance, c'est qu'à un moment donné, on ne prête pas le côté un peu paranoïaque qu'on a parfois sur la lecture de radio au moment où il faut. Le 7e biais, c'est le biais d'empathie. Le biais d'empathie, eh bien, c'est que vous avez un environnement affectif, émotionnel, qui fait que ça vous met une pression que vous n'allez pas réussir à lire. Par exemple, vous regardez le cheval de votre femme ou de votre fille, eh bien, vous perdez de la neutralité et vous allez rater quelque chose, c'est le biais d'empathie. Et le dernier biais, c'est le biais de connaissance, parce que, évidemment, si vous ne connaissez pas une anomalie, vous ne pouvez pas la détecter, et notamment quand vous faites vos lectures de type 1. Voilà, on a fait le tour des biais. Alors, comment est-ce qu'on remédie à ces images, et comment est-ce que VET Masterclass peut vous aider à le faire? Eh bien, tout d'abord, le premier remède, c'est l'apprentissage. Évidemment, nous, dans nos modules, on a à cœur de vous apporter un certain nombre de connaissances, mais il y a d'autres modes de connaissances. Vous pouvez faire des EPO CIRAL, vous pouvez aller au congrès de l'AVEF, à des congrès internationaux. Et puis nous, on vous apporte dans ce module d'imagerie beaucoup de connaissances qui sont très pratiques. Ensuite, on a tout ce qui est feedback et relecture des dossiers. Feedback, relecture des dossiers, ça a l'avantage que vous relisez un dossier, si possible votre dossier, en intégrant un contexte clinique. Et c'est ça, dans ce processus cognitif, il y a l'intégration du contexte clinique. Et ça, c'est une chose sur laquelle qu'on va mettre beaucoup en avant dans notre module, c'est qu'on va aborder l'imagerie sous l'angle de la clinique, parce que c'est ça la situation quotidienne de terrain, et c'est ça sur lequel l'expérience pèse, c'est de pouvoir relier une image dans un contexte clinique et juger de sa pertinence, juger de sa tolérance. Donc par rapport à ça, eh bien, il faut relire ces dossiers, il faut demander du feedback. C'est aussi un autre outil sur lequel je pense qu'on est très performant chez VET Masterclass, c'est l'outil que nous avons notre groupe WhatsApp sur lequel vous mettez vos radios et vous avez de l'auto-formation, on va dire, avec les gens du groupe qui vont réagir, mais vous avez aussi un encadrement par des experts très qualifiés qui permettent d'aller chercher des choses beaucoup plus pointues et donc d'avoir un feedback de haute qualité. Dans le même style, on a tout ce qui est réunion de lecture et de relecture, des fameuses rondes. Et ça, c'est quelque chose qu'on va proposer dans le cadre de notre module d'imagerie. Il y aura au moins 5 rondes. Vous pourrez envoyer vos clichés et on fera un webinaire dans lequel on lira vos clichés en groupe, collectivement, puis on vous s'interrogera pour vous aiguiser votre sens de la lecture sur les cas les plus intéressants. Et là encore, toujours sous l'œil de l'angle du contexte clinique. Évidemment, vous avez l'aménagement des conditions de travail. Vous avez l'aménagement des conditions de travail. Alors, on va dire peut-être que par la discussion, la dynamique du groupe, vous pouvez prendre des idées et vous obliger à structurer la façon dont vous travaillez. Et puis, également, chez VET Masterclass, on vous accompagne, on a des coachs, on a à cœur d'être un peu dans une forme de développement qui vous aide à prendre soin de vous, à être moins fatigué, moins stressé. Et il y a aussi ce sentiment d'appartenance à un groupe qui est porteur de sens, ce qui peut permettre d'avoir un quotidien moins stressant, moins tendu, moins difficile. Enfin, on a, dans les autres pistes remèdes, il y a s'obliger à des comptes rendus, systématiser ces comptes rendus, avoir une politique de compte rendu de qualité, et souvenez-vous, comme on dit, que les écrits restent. C'est aussi quelque chose dont on parlera, entre un compte rendu très très détaillé, avec des anomalies en dessous d'un certain seuil, qui sont des comptes rendus qui peuvent être inquiétants pour le client. Est-ce qu'il faut les faire, est-ce qu'il ne faut pas les faire? C'est des sujets dont on pourra discuter. Ça peut être un sujet de table ronde, puisque vous aurez 2 tables rondes pour ceux qui suivront ce module. Je trouve que c'est un aspect très intéressant. Et puis, enfin, vous avez le processus analytique des erreurs. Si vous avez une clinique à plusieurs, il y a une erreur. Alors, un exemple typique, c'est la visite d'achat. On est agressé par le fait qu'il y a un problème, il y a eu quelque chose, les radios, on n'a peut-être pas vu quelque chose, on est dans un système défensif qui vise à ce qu'on pense ce client est un imbécile,
Les clients, de toute façon, et on a le mental qui tourne dans des généralités, mais on pourrait quand même se mettre avec les gens de la clinique ou peut-être avec des mentors ou des pairs autour d'une table et dire voilà les radios que j'ai eues, est-ce qu'il y a eu une erreur, comment j'aurais pu l'éviter, et puis faire de cette erreur un apprentissage, quelque chose de positif, comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant les erreurs en imagerie médicale. Eh bien, c'est un sujet sur lequel je reste ouvert à la discussion.